Merci d'être ici aussi nombreux en cette fin d'après-midi pour la finale du concours d'éloquence Ogmios. Alors nous allons voir durant cette heure et demie 4 candidats s'affronter autour de 2 sujets. La morale est-elle l'ennemi du progrès et le silence est-il éloquent? Des sujets qui peuvent paraître très grands et nous avons hâte de les entendre. Les 4 finalistes se sont réunis pour la première fois en novembre autour du premier tour du concours d'éloquence. Et au fur et à mesure des étapes, 4 ont été retenus jusqu'à cette finale. Je vais sans plus tarder commencer par la présentation des 4 personnes que nous allons entendre durant cette soirée. Et ensuite, nous passerons à la deuxième étape et aux 2 autres candidats. Donc je vais inviter sur cette estrade les 4 finalistes du concours d'éloquence. Je vous remercie de bien vouloir les applaudir. Alors, dans l'ordre, Lisandre Kahn, qui débutera avec le premier sujet. Samuel Delagne. Camille Baumard. Et enfin, Kylian Boucher. Je laisse les 2 candidats qui vont passer en premier se placer et les 2 autres s'asseoir sur le côté. Nous allons bientôt débuter, donc merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables ou de les mettre en silencieux pour ne pas déranger l'éloquence. Et les candidats donc disposeront de 10 minutes chacun pour exposer leurs propos et ensuite disposeront de 2 minutes pour répondre aux propos de l'autre, suivi de questions éventuelles de notre cher jury que je vais présenter tout de suite. Donc je vais commencer par Monsieur Jean-Philippe Settebon, le sous-préfet de Brest. Madame Sylvaine Reis, la présidente du tribunal judiciaire de Brest. Monsieur le procureur général qui arrivera bientôt, je l'espère. Monsieur François-Xavier Roudemar. André Hélard. Vianney Pichereau. Quentin Le Pluhart. Lilian Loégel. Lucas Blache. Et enfin Mathilde Jaouen. Je vais donc laisser place aux 2 candidats. Mesdames, messieurs, c'est donc à moi qu'incombe le privilège, que dis-je, l'honneur de débuter cette finale. Je passe le premier, j'ai donc forcément sur les épaules une sacrée responsabilité. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de marquer les esprits, que ce soit ceux du jury ou de l'amphi, pour ne pas qu'ils m'oublient en écoutant par la suite des thèses complètement ahuries. Comme une responsabilité ne vient jamais seule, c'est aussi sur moi que va peser la lourde tâche de vous convaincre que oui, cher jury, cher public et cher contradicteur, la morale est bien l'ennemi du progrès. Vous pensiez sûrement vous être installé ici uniquement pour nous écouter déblatérer. Eh bien, c'est raté. Vous aussi, vous allez devoir réfléchir. Sinon, je ne vous laisserai pas sortir.
Si je vous questionnais donc en vous demandant ce qu'est la morale pour vous, vous auriez tous des avis divergents. Elle est propre à chacun, elle évolue avec sa société. Vous auriez parfaitement raison, c'est cela qui est intéressant, chacun a sa définition. La morale que j'entends moi, c'est celle des histoires pour enfants, celle qu'on lit, qu'on vit quand on est petit. Mais c'est aussi, et c'est là qui est la force de la morale, ce mot si beau qui en chacun de nous fait écho, que ce soit par l'éthique personnelle, les valeurs d'une société ou ces petites conclusions d'histoire qui nous font tout remettre en question. Pourtant, cette morale va venir se heurter au progrès. Le progrès, cette volonté de développer notre société par le prisme de la recherche d'efficacité. Comment pouvons-nous continuer à rêvasser, voyager dans des mondes inventés, si nous sommes constamment rattrapés par la dure réalité, celle de l'évolution de l'humanité? Ce serait mentir que de nier que le progrès a apporté des avancées. Mais a-t-il réellement contribué aux hommes dans leur quête de devenir meilleurs ou tout simplement dans leur recherche du bonheur? La morale, cette grande vaincue du progrès, offre donc une solution intime à ceux qui entrent en opposition avec leur société, ceux qui décident que le progrès n'est pas ce qu'ils attendaient. Si j'ai souvent raconté des histoires inventées lors de mes différentes plaidoiries, c'est pour éviter de me confier, de parler de cette dure réalité qui, moi, m'effraie. Pourtant, en ce jour de finale, je ne peux me résoudre à inventer. Ce que je veux, c'est vous parler, vous ouvrir mon cœur pour que vous compreniez vraiment ce que j'ai à exprimer, que vous puissiez vous laisser guider par le cheminement de ma pensée. Nous nous retrouvons donc un dimanche midi, l'estomac bien rempli après le fameux poulet rôti de papy. Mamie s'assied au coin du feu et se met à nous raconter son passé, celui qui est rempli de difficultés à surmonter. Pourtant, jamais elle n'a abandonné. Elle avait cette capacité à comprendre et à apprendre facilement. Parfois, elle prenait même la place de l'enseignant. Pourtant, ses valeurs l'ont conduite à s'occuper de ses frères et sœurs, plutôt qu'à devenir docteur ou ingénieur et créer un monde meilleur. Cet ordre moral qui prône le familial ne lui aura jamais permis de réellement contribuer au progrès comme elle l'aurait souhaité. Durant mon enfance, j'ai eu la chance d'être élevé par des êtres extraordinaires. Ce que j'aimais en particulier avec mes grands-mères, c'était leur capacité à n'en avoir rien à faire du monde extérieur. Ce qui comptait, c'était de se développer à l'intérieur, au plus profond de notre cœur. Si je n'ai plus la chance d'entendre à nouveau certaines morales, c'est parce qu'une grand-mère pour certains, une maman pour d'autres, ça ne vit pas éternellement. Et quand cette vie se finit et que celle-ci rejoint le paradis, elle laisse derrière elle, sur terre, des piles de livres qui prennent la poussière. Ces livres, ce sont des tas d'histoires à raconter, de morales à expliquer. Ce sont surtout les traces d'un temps passé qui ne reviendra jamais. Et pourtant, je garde le moral, je pense sincèrement qu'elle regarde cette finale. Si je vous ai raconté cela, ce n'était pas pour vous faire pleurer. Si ma mamie nous a quittés, il me reste l'autre à protéger. Et oui, cette mamie qui a toujours tout donné pour sa famille est aujourd'hui dans l'enfer. Je vous en ai déjà parlé. C'est elle qui a la capacité de raconter son passé, sûrement mieux qu'Homère n'aurait espéré le faire. Normal, c'est ma grand-mère. Là où je voulais en venir, en vous racontant tous mes souvenirs, c'était vous montrer à quel point les anciens sont les gardiens de mœurs, qui demeurent aujourd'hui indispensables. Mais ils sont aussi les messagers d'un ordre moral sans cesse menacé par le progrès, qui nous pousse à abandonner ce qui fait notre fierté, pour participer à une société égocentrée, gouvernée par des gens à la morale diminuée. Grâce à cette morale, on apprend à distinguer le bien du mal, à prioriser la fraternité et la sécurité, à promouvoir la coopération plutôt que la compétition. Comment ne pas citer les plus grandes avancées de l'humanité, celles qui n'ont jamais lieu durant des temps de paix? La guerre, c'est ce temps où l'on oublie tout sens moral pour se mettre aux ordres d'un général
qui ne voient en l'ennemi qu'une sorte de bétail. Refusant de les qualifier d'êtres humains, il fera progresser son armée au petit matin afin de gagner du terrain et de leur faire perdre la vie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà ce que disait Rabelais bien avant que deux bombes nucléaires, conséquence ultime et non moins fatale du progrès, ne viennent raser une partie du territoire japonais, venant mettre un terme à une guerre qui, à bien des égards, était immorale. À nous, maintenant, de reprendre le flambeau légué par nos aînés. À nous d'assurer, dans une époque où l'on prône la sobriété, qu'elle soit écologique ou économique. Comment peut-on dire consciemment que le progrès constant est quelque chose de bienveillant? On apprend aux enfants, dès qu'ils sont petits, à faire le tri, à recycler leurs déchets, à avoir la volonté de protéger notre biodiversité. Et pourtant, quand on voit comment, sans aucune gêne, certains créent de gigantesques paquebots, de véritables villes sur l'eau, alors que d'autres ont du mal à rester à flot. Contradictoire, n'est-ce pas? Pendant que nous tentons tout pour protéger notre civilisation, les plus aisés se gardent la possibilité de profiter du progrès, comme s'il leur appartenait, comme s'ils ne se préoccupaient pas du reste de l'humanité. Chers contradicteurs, vous allez sûrement nous expliquer que la morale n'est pas l'ennemi du progrès. Ils sont en réalité des copains depuis le CM1, qu'ils peuvent avancer main dans la main. Mais je ne vous crois déjà pas, vous vous trompez. Ils sont en réalité contraires, et pour cela, on ne peut rien y faire. Ces deux notions n'entreront jamais en communion, tant un fossé les sépare. La morale n'est propre qu'aux individus dans leur intimité, tandis que le progrès existe, peu importe ce que les gens pensent. Tout n'est fait que pour les opposer, car jamais ils ne seront sur le même pied d'égalité. La morale, ce sont ces valeurs qui prônent le respect et la protection du cocon familial, tandis que le progrès, c'est cette expansion qui dépasse la raison et favorise toujours la compétition. Progresser dans la société, c'est souvent accepter de piétiner ses associés pour mieux se faire remarquer et s'élever. Un comportement parfois immoral, mais qui est devenu banal. Vous êtes sûrement un peu rêveur, chers contradicteurs. Comment pouvons-nous vous en vouloir de garder espoir de manière illusoire quand on voit l'état de notre société? Pourtant, ne partez pas trop loin avec vos arguments. Revenez un peu parmi nous. Nous, qui avons des valeurs fortes et un besoin de les partager, de les transmettre, car nous craignons de les voir disparaître. Je pense, là encore, à cette grand-mère disparue, qui n'aurait jamais reconnu ce que nous sommes devenus. Elle n'aurait jamais supporté de voir que certains sont prêts à prioriser un progrès lointain, plutôt que de fournir un réel soutien à ses plus proches voisins. Je dois l'avouer, je suis moi aussi un grand rêveur, qui croit que l'amour porté à ses amis et à sa famille est plus important qu'être parti à cette société. Je suis parfois la tête en l'air en pensant à ma grand-mère, mais je garderai pourtant toujours les pieds sur terre lorsqu'il s'agira de protéger les êtres qui me sont chers. Comprenez bien, je me place aujourd'hui devant vous au terme de cette plaidoirie. Le cœur à nu, des idées fantaisistes, mais surtout réalistes plein la tête. Comprenez bien que le progrès est sûrement bénéfique à notre société. Ce serait insensé que de le nier, mais vous est-il réellement bénéfique à vous, en tant que personne? Vous, qui vous trouvez ici dans cet amphi. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait toujours privilégier un bon repas avec des gens sympas plutôt que de privilégier un progrès qui, lui, ne vous aimera jamais? Ce seront toujours les gens prônant une morale amicale qui seront là quand tout ira mal.
Chers amis, chère famille, maman, il y a 2 ans, j'ai voulu la grande liberté. J'ai voulu abandonner mon quotidien instrument, ma routine ennuyante. J'avais soufflé mes 18 ans à peine, je voulais déjà être grand. Je voulais faire les choses seul. Je voulais manger seul, travailler seul, vivre seul. Je voulais, je ne sais pas moi, profiter de la vie. Je voulais autant de gueules de bois qu'il y a de bars en Bretagne. Autant de grammes dans le sang qu'il y a d'alcooliques dans un bar en Bretagne. Autant de lendemains de soirées pourries que de soirées bourrées. La cam isole, oui, et l'alcool tue lentement, certes. Mais c'est pas grave. J'avais le temps. Avec la bouteille, j'ai vécu une belle histoire d'amour. J'ai longtemps flirté avec le blackout, et mes jambes m'ont souvent lâché. Mais j'ai toujours fini par embrasser son goulot. Pour elle, j'aurais tout dépensé. J'étais loin d'être radin, c'est net. Je n'avais plus un seul écu. Mais le matin, la tête encore dans le fût, il n'y avait personne pour me réveiller. Mon amour avait disparu. J'ai voulu la liberté, la joie, l'euphorie, les rires, les pleurs, l'amour. J'ai tant voulu, si vous saviez, comme j'ai voulu. Mais je n'ai eu que la solitude. Alors, j'ai bu encore. Parce que l'alcool, ça nettoie. Et toi, maman, tu venais frapper ma porte. Juste demander si ça va. Mais j'étais jamais là. J'étais une vague dans le goulet. Parfois, ce bateau abandonné à la tempête, et parfois, la lumière du phare qui brûle, seul. Je le reconnais, j'ai déconné. J'ai déconné parce que dans cette histoire, j'ai perdu 2 mois de vie. 2 mois de moi-même. 2 mois de vous, 2 mois de toi, maman. 2 mois dans le noir, loin de la lumière. 2 mois près des morts, loin de la vie. 2 mois de conflit, loin de la paix. J'ai découvert que pris de boisson, l'amour drôle cachait souvent des mines grises. J'ai découvert que trop aviné, l'amour râle et que le pauvre crie. J'ai découvert que sans morale, il n'y a pas de progrès. Parce que j'ai voulu faire comme bon me semble. Comme si sans morale, vivre était possible. Pourtant, maman, tu m'as tout appris. Tu disais que pour écrire, il fallait avoir médité. Que pour pleurer, il fallait avoir aimé. Et que pour mourir, il fallait avoir vécu. Toi, maman, jamais tu n'as arraché de fleurs par respect à la pollinisation. Jamais tu n'as soufflé l'allumette pour ne pas éteindre la passion. Jamais, non jamais, tu n'as enlevé la chenille de nos salades parce que tu savais qu'elle deviendrait papillon. Maman, tu as raison. Le progrès, c'est ce qui est juste. Alors oui, je refuse de croire que la morale est l'ennemi du progrès. Les précieuses fleurs poussent quand on les arrose de compassion et générosité, et les bourgeons font suite à chaque choix éthique. Les mauvaises herbes, elles, apparaissent quand il y a trop d'égoïsme, de tromperie ou de corruption. Moi, je veux un jardin luxuriant, des fleurs déployant leurs pétales délicats dans un balai gracieux. Je veux une fragrance enivrante qui embaume l'atmosphère de pureté et d'harmonie. Je ne veux pas de lendemain où les fleurs auront fané, où les pétales auront flétri, où la végétation rime avec maladie. Je crois que nos politiciens se doivent d'arroser les fleurs et d'arracher les ronces. Je crois que les politiciens se doivent de bannir les manipulations, les mystères, les murmures ou les mensonges, car les mémoires marquent et les marques restent. Je pense que les discours déclament, les débats détonnent, les idées résonnent, mais quand les sourires s'effritent, l'espoir vacille et les soupçons s'affirment. Tous les politiciens ne sont pas mauvais, loin de là. Simplement, certains préfèrent la morale au mot drôle, et d'autres préfèrent 1000 ronces à une rose. Qu'il y ait un président, la France ne serait pas le jardin le plus vert d'Europe. Qu'il y ait sans morale, on est sur du mythe errant, ou pire, sur un Ricard Justin. En tout cas, on n'est pas sur le meilleur jardinier. Qu'il y ait un président, la démocratie rend les armes. C'est la crise et on va tous à nouveau acheter du papier toilette Lotus épaisseur 3 parce qu'on a peur. Non, le progrès moral, ça ne vaut rien. Le progrès sans morale, ça ne vaut rien. Parce que le savoir, c'est une arme avec laquelle on ne va pas braquer la librairie. Parce que le progrès doit encore faire des progrès et qu'avoir arrêté de tester les produits de beauté sur les animaux, c'est bien, mais sur les influenceuses beauté, c'est pas mieux. Aujourd'hui, je voudrais accorder une pensée à toutes ces influenceuses beauté qui ont perdu des cils, sourcils ou cheveux, de Enjoy Phoenix à Morgan Makeup. Non, le progrès sans morale, ça ne vaut rien. Parce que sans morale, il n'y a pas de droit et que l'histoire en témoigne. Sans morale,
le 21 septembre 1792, il n'y aurait pas eu de démocratie. Le 27 avril 1848, il n'y aurait pas eu d'abolition de l'esclavage et le 9 octobre 1981, il n'y aurait pas eu d'abolition de la peine de mort par notre ancien feu Premier ministre de la Justice, Robert Badinter. Je ne suis pas venu ici dans le but de moraliser mon audience, non. Je suis venu affirmer que si on progresse tous, c'est à travers la morale, même s'il nous arrive à tous d'avoir des écarts. Moi-même, rien que le week-end dernier, j'ai peut-être un peu manqué de morale. Maman, pour le paquet de cookies granola aux gros éclats de chocolat, je t'ai dit que c'était mon glouton, gourmand et goinfre beau-père qui les avait terminés. Pardon maman, j'ai menti. C'est peut-être moi en effet qui ai mangé tous ces cookies. Pardon beau-père, je suis peut-être allé un peu fort. Tu n'es pas si goinfre que je l'ai dit. Mais la morale, c'est l'amour. C'est avoir le courage d'aimer parce que c'est un choix au quotidien. Parce qu'on tombe amoureux, mais on décide d'aimer. Parce qu'aimer, c'est une détermination. C'est vouloir un lendemain, c'est s'imposer la discipline du cœur. Parce qu'il faut aimer avec son âme, au cas où on oublie, et que le cœur arrête de battre. Certains diront, il me saoule, lui avec ses fleurs, et vous aurez raison, mais je crois que la morale, c'est aimer les racines plutôt que les pétales pour qu'une fois l'automne arrivé, on ait encore des choses à aimer. La morale, c'est vivre et ressentir. C'est plonger ses yeux dans les siens. C'est savourer chaque baiser. C'est humer le parfum doux dans son cou, écouter sa voix murmurer vers les cieux, écarter les cheveux qui couvrent son visage et parfois, pas toujours mais parfois, c'est partager quelques granolas avec son beau-père et ses potagers. La morale, c'est le courage. C'est croire en ses convictions, calmer les craintes de l'âme et confronter les conflits et choix cruciaux. C'est chaque jour cultiver son potager. Je suis celui qui n'a pas peur de l'échec, qui accumule les chiffons d'encre et qui apprécie écrire jusqu'au dernier paragraphe. Je suis celui qui enfante ses projets, qui laisse ses œuvres sur terre plutôt que de les emporter dans sa tombe. Je suis celui qui ose payer 17 € à un coiffeur qui tond les cheveux après que j'ai demandé que la longueur soit gardée. Parce que progresser, c'est aussi avoir l'audace de se présenter devant 400 personnes avec une drôle de coupe. Oui. La morale, c'est empêcher celui qui veut recourir au diable d'y arriver. C'est lutter contre la malice, les malins mensonges qui manipulent les masses, les machinations maîtrisées aux conséquences morbides, la fameuse matrice dont parlent les complotistes. Parce que les politiques corrompus, qui manquent de courage, s'agitent, que de chaotiques conflits éclatent et que la guerre fait écho partout dans le monde. Envoyés par la main froide de la politique, certains avancent vers l'ultime front. Leur tragique destin est scellé, mais ils avancent vers là où se brisent les rêves, vers là où brise l'affront, où se mêlent les cris, les larmes et le sang, où les hommes tombent, envoyés par la main froide de la politique. La morale, c'est vivre. Bien que l'on ait chacun son jardin, on partage tous la forêt. La morale, comme une rivière, aux eaux limpides, coule doucement à travers ces vallées verdoyantes, nourrissant chaque fleur, chaque feuille, chaque être vivant de sa bienveillance, pour que demain soit meilleur. J'ai décidé d'arrêter l'alcool et de cette fois-ci m'enivrer de la morale. Enivrons-nous. Merci. Bien, les candidats vont répondre aux propos qui ont été tenus par leurs contradicteurs. Merci. Ils disposent chacun de 2 minutes. Donc je propose de commencer. Tu affirmais que chacun avait sa définition de la morale, et je reconnais là une vision nietzschienne. C'est
la morale relative, et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes en désaccord, c'est la principale raison. Voilà, je voulais juste d'abord qu'on pose les bases. Ensuite, tu as dit que la morale avait empêché ta mamie d'avoir un travail, je suis désolé pour elle. Mais du coup, considères-tu que le féminisme n'est pas une forme de morale qui a évolué au fur et à mesure des années? Et ne considères-tu pas que la morale, justement, s'adapte à chaque société au fur et à mesure des décennies qui s'écoulent? Non, ce que je lui ai dit, c'est pas qu'elle n'avait pas de travail. Ça, il faut bien comprendre. Je dis qu'elle n'avait pas devenu docteur ou ingénieur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire de grandes études. Elle a préféré s'occuper de sa famille. C'est donc cette morale qui lui aura permis qui lui aura obligé à rester à la maison, à s'occuper de ses frères et sœurs, plutôt qu'à partir dans les études. Il est devenu humoriste d'ailleurs. C'est un très bon métier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est donc que le féminisme, c'est au début, on a compris que la morale de l'époque, c'était de laisser les femmes à la maison. Elles ne faisaient pas de grandes études, et cette morale a évolué. Or, cette morale, à l'époque, était quand même contraire au progrès. Vous n'allez pas me dire que le fait de laisser à la maison, c'était très bien, et que ça a permis de faire progresser la société. La société a progressé quand on a décidé de mettre la morale de côté. Quand on a décidé que la morale de l'époque, qui était de laisser les femmes à la maison, en fait, pouvait évoluer. On a mis les femmes à l'arrière dans les guerres. Elles ont permis de développer notre armée. Donc si on a donné le droit de vote aux femmes, le droit de travailler, le droit d'ouvrir un compte bancaire, ce n'est pas par morale et par considération à ce qu'elles sont. À l'époque, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est pas du tout la même morale. Cette morale est relative et va évoluer avec les gens, avec la société. Ah. On est d'accord sur ce point-là alors? C'est ce qui était donné. J'ai dit que la morale évolue avec la société. Oui, c'est exact. Bon, moi, j'ai pas d'autres questions dans ce cas-là. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on aura quand même très bien compris, à travers votre métaphore, Florie, que je serais un très mauvais président. Ça, pourtant, j'ai à cœur de protéger les jardins. Je ne comprends pas. C'est donc, pour vous, la morale va avec le progrès. C'est donc c'est le burn-out à répétition. Non, c'est pas vraiment c'est blackout. Voilà. Mais donc cette morale qui est pour vous, c'est le fait de boire de l'alcool à outrance, c'est contre la morale, nous sommes d'accord sur ça. Non, c'était plus une métaphore, un truc artistique, littéraire, etc. Pour dire que je m'étais perdu dans l'alcool. Trop de métaphores. Comment? Trop de métaphores, au bout d'un moment, peut-être plus concret. Parce que Peut-être. c'est vrai qu'on a compris à travers vos idées que vous étiez quand même très idéaliste. Pas forcément idéaliste, ça, c'est vous qui le décrivez comme ça. Moi, je pense plutôt réaliste. Non, vous êtes très rêveur. Ah bah d'accord. Dans le sens. Merci beaucoup. Merci, je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Dès lors, si le jury a des questions, il peut poser des questions. Il faut bien qu'il y ait une question, donc je vais être assez terre à terre, et du coup j'aimerais que l'un d'entre vous définisse la morale en quelques mots, comme s'il devait l'expliquer à on va dire un adolescent de 15 ans, et que l'autre nous définisse le progrès dans les mêmes circonstances. Je ne sais pas qui veut commencer par la morale et le progrès. Pour moi, la morale, c'est cet ensemble de règles internes, qui est interne à chaque individu. Après, forcément, dans chaque être humain, on a une morale différente. Et cette morale va être mise en commun dans un ordre moral plus tard. On aura l'ordre moral de la société. Et cet ordre moral est donc contraire au progrès. Pour moi, le progrès, c'est peut-être d'une façon un peu pessimiste, mais c'est une roue immuable et immense qui écrase les hommes pour faire disparaître leurs petites particularités. On va faire disparaître les petites particularités régionales pour faire un progrès mondial qui fera que tous les hommes auront en fait une nation unie. On va disparaître.
ma foi, si je devais décrire la morale avec de simples mots, non, le progrès, excuse-moi, je dirais simplement que c'est rendre meilleur nos lendemains et faire avec chaque action en sorte que demain soit un jour meilleur et qu'on puisse à nouveau profiter de la vie et vivre tout bonnement. Merci pour vos réponses. De rien. Et puisqu'on m'a laissé le micro, du coup j'enchaîne juste sur une deuxième question. On est régulièrement appelé à parler de dignité. Encore récemment dans l'actualité, le mot est revenu par rapport à un fait divers. Je voulais juste savoir dans quelle mesure vous pourriez mettre en perspective votre sujet à travers la notion de dignité. Je pense que la dignité peut intégrer, peut être adaptée au progrès et à la morale, tout simplement parce que la morale c'est un ensemble de valeurs éthiques et considérées comme bonnes pour l'humain, et donc comme la compassion par exemple, comme la considération, comme plein d'autres vertus qui sont propres à la morale. Et la dignité, elle, c'est respecter justement l'existence d'une personne, la manière dont elle se comporte, dont elle se sent, etc., par la compassion, par le respect qu'implique la morale. Pour ma part, je vais être l'antithèse comme tout à l'heure. Oui. Je vais partir sur un cas plus concret. Enfin, le sujet implique une connaissance quand même assez terre à terre des choses. Et je vais donc prendre un exemple, celui de la médecine. Quand on parle de la dignité, on parle de la dignité du corps humain. Et en voulant développer notre médecine, on a appris aux élèves médecins à disséquer des corps. C'est quand même, quand on se rend compte, un corps c'est sacré. Et là, on apprend à venir contre cette dignité pour faire progresser la société. On veut que les médecins se développent et pour cela, on va venir enlever cette dignité au corps. Certes, ils l'ont voulu par un certain consentement signé, mais ça pose quand même une certaine question morale. Merci beaucoup. C'est à vous. Mon discours tient en ces quelques secondes. Secondes qui vous auront peut-être paru éternelles, intrigantes. Est-ce que le silence peut prétendre être éloquent? Voilà la question qui nous amène ici. Est-ce que seuls les mots peuvent être éloquents? Existerait-il une élite? Je ne crois pas. Sinon je ne serais pas ici pour défendre l'éloquence du silence. Bien sûr que le silence peut paraître insignifiant, malaisant, pesant, nullement éloquent. Et pourtant, afin de bien nous accorder sur le sujet, donnons une définition de ce qu'est être éloquent. Car finalement, qu'est-ce que l'éloquence? Nicolas Boileau affirmait « Ce qui est clair s'énonce clairement ». Voilà une bonne définition de l'éloquence, qui désigne la capacité d'un orateur à transmettre un sens, à transmettre un message de manière parfaitement claire, à pouvoir parler de tout, à tous, et de se faire comprendre. Cependant, il serait injuste de réduire la définition de l'éloquence à cette exigence de clarté. Ce qui est éloquent est également ce qui touche, ce qui bouleverse, ce qui finalement ne laisse pas indifférent. J'espère qu'en quittant cet amphithéâtre tout à l'heure, vous repartirez avec plus de mots, avec plus de silence. Maintenant que cette définition est bien établie, est-ce que le silence correspond à cette définition de l'éloquence? Est-ce que le silence peut être éloquent? Laissez-moi vous exposer deux principaux arguments en faveur de cette thèse.
le silence est d'abord un élément essentiel de la rhétorique. Lorsque l'on forme un discours, lorsqu'on parle, le corps du discours est composé de ces mots. Mais j'espère que vous en conviendrez avec moi, un corps qui n'est pas vascularisé, qui ne respire pas, est un corps inerte, sans vie. Voilà toute la fonction du silence, qui ne se réduit pas à un élément décoratif du discours. Il donne vie, il permet aux mots de respirer. Et pourquoi, me demanderez-vous? Tout simplement parce que le silence fascine. Le silence captive. Le silence force à l'écoute. Le silence force à l'écoute, et c'est ainsi qu'il permet de valoriser les mots. Les mots ne sont plus que percutants, puissants. Ils ont bien plus de sens après une pause verbale, après une respiration. Ainsi donc, l'art de bien parler, qui est la définition même de la rhétorique, implique d'abord de savoir se taire. Mais le silence est bien plus que cela. Le silence est également ontologiquement éloquent, c'est-à-dire éloquent par lui-même. Éloquent dans cette opération de faire silence. Qui peut dire la souffrance? Qui peut dire l'horreur? Qui peut dire l'amour? Le silence va au-delà des mots. Il y a des sujets dont on ne peut pas parler, dont user de mots serait décrire le réel de manière partielle, de manière insuffisante, de manière partiale, finalement. Alors que le silence se dépasse ces intermédiaires verbaux. Le silence se passe de mots. Il exprime, tout simplement. Il exprime. C'est une relation de la personne qui fait silence et qui s'adresse à ceux qui écoutent. Le silence est donc une relation, une communion de corps à corps qui permet de se passer des mots, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne permettent pas de rendre compte de manière fidèle la réalité, le réel. Nous pouvons faire une analogie avec la minute de silence. Quand un pays est blessé, quand un drame national se déroule sur son sol, le plus beau des hommages, ce ne sont pas les mots, c'est tout un pays qui fait silence. Mais le silence n'est pas muet pour autant. Bien au contraire, quand tout un peuple fait silence pendant une minute, c'est toutes les voix que nous portons en nous qui s'expriment, qui hurlent leur tristesse, leur désespoir, leur incompréhension. Voici donc le plus bel hommage que l'on peut rendre. Le silence. Le silence va donc au-delà des mots. Wittgenstein disait « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Il s'agit bien là d'une injonction. Finalement, ce serait trahir d'utiliser des mots pour ces sujets tels que la souffrance, l'amour, le désespoir, toutes ces choses que nous portons en nous et qu'on ne peut pas exprimer parce que les mots seraient trop faibles. Alors bien sûr, mon contradicteur tout à l'heure vous dira peut-être que les mots
illimité. Il en existe des milliers, que dis-je, des dizaines de milliers, pour exprimer toute une pensée articulée. Peut-être que oui, le silence paraît bien faible à côté. Mais le silence n'est pas monochrome. Le silence, lui, ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir parce qu'il exprime l'être. Dans le silence, ce ne sont plus maintenant des mots que nous utilisons. C'est vraiment l'être qui s'exprime. C'est bien pour cela que l'éloquence, le silence, pardonnez-moi, est ontologiquement éloquent. D'ailleurs, le silence peut aussi être subtil. Il n'existe pas un silence, mais une multitude de silences sous toutes ses formes. Il y a des silences de plomb, des silences de mort, il y a les silences de l'administration, les silences amoureux, les silences rieurs, les silences qui font du bien, les silences qui écorchent. Tous ces silences, ils font partie de notre quotidien. Ces silences sont là, et dans une société où nous sommes noyés de mots, où finalement les mots paraissent insuffisants, peut-être avons-nous besoin de recourir un peu plus au silence. Alors, en définitive, les mots ont besoin du silence. Ils en ont besoin pour respirer, pour exister. Le silence, lui, se passe des mots. Être capable de s'exprimer, être capable de rendre compte du réel sans avoir besoin du langage. Voilà peut-être l'ultime éloquence. Je crois que ma chère collègue se sent fort mal à l'aise par mon silence de plomb, qui vous aussi, je le pense, révèle en vous une certaine absence de clairvoyance. Mes chers jurés, chère assemblée, ma bien-aimée, quelle tragédie. Je prendrai tout d'abord le temps qui m'est imparti pour vous narrer la chronologie de l'humanité. Dans une chronologie paléo-anthropologique, l'homme a commencé par ressentir des émotions simples que le silence pouvait satisfaire, puis il est devenu apte à penser d'une manière de plus en plus complexe, jusqu'à ce que la parole vienne pour y poser des mots sur nos idées. Mais pour les exprimer avec le plus d'exactitude, il a fallu organiser notre vocable pour qu'advienne finalement l'éloquence. Et puis, les siècles où philosophie, parole et pensée étaient maître mot incontesté. Siècles où fleurit l'art d'attirer les foules jusqu'à de grands orateurs innés tels que Périclès, Lysias ou Isée. En ces siècles, en ces temps-là, c'était à Delphes, localité perdue, on ne sait comment, aux alentours de Montparnasse, en Grèce bien évidemment, appliquant les libres-échanges de Vinas, y vivait un monstre, un corps de lion, les ailes d'oiseau, la figure féminine, non ce n'est pas la Fashion Week, je parle bien du Sphinx, figure énigmatique, plus encore maléfique. Il m'est nullement nécessaire de vous redire que Dipe, fils de Jocaste et du défunt Laios, se fait interroger par le monstre. Quelle est la créature qui marche sur 4 pieds le matin, sur 2 pieds à midi et sur 3 au coucher du soleil, pour libérer la ville de la bête
il doit répondre de façon habile. Seule la parole pourra le délivrer. Alors il prend temps en silence, concentré, tant il paraît obnubilé par ses pensées. Non pas par sa mère, soyez quiet, mais plutôt à la réponse à cette interrogation qui lui est interrogée. Il doit parler, sinon il se fera dévorer. Certains doivent se dire que je m'éloigne de mon discours et long à la fois, mais je pense que les plus subtils auront saisi où je voulais en venir. Qu'être muet, c'est pas de bol. Non, plus précisément, peut-être que le silence a des bienfaits. Qu'écouter en ne disant rien, autrui qui parle et qui se sent attristé, permet un temps pour lui de libérer ce dépressif qui se délecte par son fardeau, de son fardeau. Comme pour le psychologue qui silencieusement, prête attentivement et généreusement son oreille à son patient et patientant les super profits qui seront totals du silence, dit-on, thérapeutique. Peut-être que le silence fait du bien à celui qui l'écoute, qu'il permet de partager l'empathie ou la compassion. Silence est sans nul doute source de réconfort en cas d'inconfort, un silence thérapeutique qui fait du bien à celui qui parle, un message. Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'en fait les profits du silence ne sont pas totaux mais partiels. Que ce n'est qu'en réalité un bandage et éphémère qui fait mal au bout du compte à celui qui ne reçoit aucun mot. Silence de plomb, symbole aussi d'impuissance, d'obscurité opposée à l'éloquence. Car aussi, si le silence peut aider à exprimer des sentiments simples, un message superficiel, il reste au fond comme un trou noir assez troublant. Combien, ma contradictrice, de personnes ont pu retrouver cette minute de silence par la liberté, par la parole trop souvent réprimée dans un pays qui ne leur laisse que le silence ou plutôt qu'une doctrine admirée? Combien de populations tributaires on peut retrouver l'unité en disant non, frappant d'un grand coup les tribuns de la répression? Combien de peuples ont pu briser leurs chaînes, leurs cages dorées, de parce qu'ils ont cru que le silence était d'or quand bien même il était de plomb? Et oui, aucun alchimiste n'a encore trouvé la solution. En déplaise à Roger Bacon. Si le silence n'est pas éloquent, il est parlant, mais impuissant, sans clarté ou limpidité, car il n'existe aucune conviction politique, rébellions ou pensées claires et complexes qui ne naissent pas de la parole. Le silence n'est ni compréhensible ni remède. Et comme disait Robert Choquette, à ce sujet, c'est en se heurtant à du silence qu'on épuise le plus sûrement ses dons d'éloquence et de persuasion. Car si on tombe dans le silence, on tombe dans l'obscurité. Le Oedipe le sait, l'opacité du silence finira par le tuer. Car oui, la parole et le silence sont comme deux antithèses. Alors l'éloquence doit choisir entre ces deux parties, ces deux entités, parties opposées comme Darmanin et les insurgés. Oedipe doit-il se taire? Il finira dévoré. Doit-il parler? Oui, mais ses mots doivent être les plus justes et les plus beaux. Il pourra retrouver la liberté. Non, le silence n'est pas éloquent. Après avoir parlé du silence, parlons plus précisément de l'éloquence. Peito était considérée comme la déesse grecque de l'éloquence. Elle appartenait au cortège d'Aphrodite, Aphrodite, personnalité mythologique, plus connue comme la personnification de la féminité, de l'amour, mais aussi pour ses facultés de persuasion. Le fait que Peito escorte la déesse féminine permet d'établir une relation particulière entre l'éloquence, la parole et la persuasion. Que voudrais-je dire par là? Oui, les femmes sont bavardes, médisantes, cancanières, vicieuses. Non, rassurez-vous, je suis très progressiste de ce point de vue-là. Car en effet, dès l'Antiquité, le pouvoir de la persuasion et de l'éloquence étaient intimement liés.
à la beauté singulière de la parole. Car en effet, la beauté, quelle éloquence, ne réside pas dans le silence du tartare, mais réside bien au contraire dans la parole et la beauté de la persuasion. Mon cher public, nous, humains, nous avons reçu ce don de la parole, le pouvoir d'outrepasser le silence par la parole, par la beauté des mots, des vers et des proses, rappelez-vous. Allons voir si la rose. La beauté d'une berceuse pour un petit, ou d'une douce mélodie adressée avec chaleur. Cueillez donc votre don commun à tous, à nous tous. Cueillir la beauté de l'expression et la clarté de la parole, que cela ne se fane jamais et que les pétales de l'éloquence ne se fanent point. Parce que la beauté, c'est quelque chose sensible à l'humanité. Oedipe le sait. La clarté de sa parole sera sa liberté. Il pourra retourner chez lui, continuer à se prélasser, regarder les roses éclore et se faner. Et la réponse à cette énigme, il l'a trouvée. C'est l'humain. À quatre pattes, le bébé silencieux est impuissant. Sur deux pieds, le grand homme, par la conviction et la parole, est suivi pour sa persuasion. À trois pieds, le vieillard, par sa sagesse, est éloquent. Puis vient la mort, annonce le silence éternel et son ambiguïté. Alors que la vie offre le langage, le don de parole et de l'éloquence. Car oui, il vous faut cueillir la parole, parler pour l'éloquence. Mes chers amis, mon cher public, je pense que vous aussi avez été touchés un jour par l'éloquence d'une parole ou d'un poème. Mes chers jurés, lorsque viendra le nom de l'heureux gagnant ou de la gagnante, c'est bien par la parole que vous l'annoncerez. Chère contradictrice, si l'un de nous remporte cette joute florale, cette joute orale, ce sera bien par notre floraison verbale. Elle est peut-être là, la morale de tout ça, que finalement, la parole est éloquente et l'éloquence est discours, quand bien même le silence n'est parlant que pour un sourd. Bien, je vous remercie. Les deux finalistes disposent donc de 2 minutes, comme précédemment, pour répondre à leurs contradicteurs ou contradictrices. Alors, quelque chose qui m'interpelle, ma chère contradictrice, voyez-vous, vous avez dit que la définition de l'éloquence était la capacité à transmettre un sens. Et plus que ça, l'éloquence, c'est finalement, comme le dit si bien l'étymologie qui vient d'éloquentia en grec, parlons encore de la Grèce, c'est le silence, c'est la faculté à persuader et à faire plaire par la parole. L'éloquence est intimement liée à ça et je ne comprends pas très bien pourquoi vous mettez le silence avec l'éloquence, qui sont deux parties pourtant opposées. Alors, c'est vrai que dans mon... Vous pensez que j'ai mis en antagoniste le silence et la parole. C'est totalement faux. Dans ma première partie, j'ai bien dit que le silence était un élément essentiel de la rhétorique. Le silence sublime les mots. Il leur permet d'être encore plus expressifs. Dans ma seconde partie, il y a des sujets qui ne peuvent pas être traités par les mots. Mais en aucun cas, je n'ai renié aux mots leur capacité à être éloquents. Et par contre, cette minute de silence. Cette minute de silence Comment les personnes qui font la minute de silence peuvent-ils acquérir cette minute de silence s'ils ne se battent pas avant pour la parole? Alors vous pensez que l'éloquence va résulter d'un combat auparavant? Oui. Comment peut-on finalement... Donc finalement, nous ici qui n'avons pas fait de combat, nous sommes totalement illégitimes à discourir. Parce que le silence, finalement, c'est laisser dans l'impuissance les personnes qui se battent, qui veulent uniquement la parole et non pas l'indifférence. Je ne crois pas que le silence doive se résigner à être muet. Mais c'est impuissance. Ce n'est pas une impuissance de dire, lorsque le silence est éloquent, c'est justement qu'il a la capacité à transmettre quelque chose.
sans passer par les mots. Et je crois que cela est encore plus beau que les mots que nous utilisons. Il transmet quelque chose, mais cela est plus un message. Un silence, c'est plutôt primaire. On va dire qu'un silence, il y aura un silence de colère, de compassion, de sentiments assez simples. Mais finalement, la parole nous a été acquise. Et lorsque vous dites notamment que le silence est d'or, j'affirme qu'il soit évidemment d'une grande utilité. Mais finalement, ce qui crée l'or, c'est bien la parole. Parce que sinon, le silence, sans la parole, il n'est pas le silence. Donc évidemment qu'il y a une notion d'utilité ici, mais pas d'éloquence. Le silence est utile, il fait passer des messages. En effet. Mais il n'est pas éloquent. Il permet de prendre la respiration lors d'un temps de parole. Mais c'est à des fins d'utilité, non pas d'éloquence. Alors vous pensez que parfois, les mots peuvent plus guérir que le silence? Est-ce qu'il n'est pas justement injuste pour des victimes d'entendre parler de ce qu'elles ressentent, avec des mots qui sont mal utilisés, qui vont peut-être sembler trop faibles, sembler trop injustes? Est-ce qu'un silence compréhensif n'est-il pas plus beau? Merci de conclure. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Le jury a-t-il des questions à poser à nos chers finalistes? Une fois n'est pas coutume, je vais également donc ouvrir le bal des questions. Je vais avoir une question personnalisée pour cette fois-ci. Donc la première question donc pour Camille. Vous avez évoqué le fait que le silence n'était pas partial. Et du coup, je me posais la question, si vous pouviez, mais après dans votre argumentation, j'ai un doute sur le fait d'avoir compris si celui-ci était réellement partial ou impartial. Du coup, ma question sera assez simple. En quoi le silence est-il impartial? Alors, le silence est impartial dans le sens où les mots ne peuvent transmettre que le sens qu'ils portent. C'est une définition propre. Dans le silence, c'est une communion de corps à corps, entre guillemets. C'est-à-dire que les mots, on les impose. On impose une vision par les mots que nous utilisons. Tandis que dans le silence, c'est une sorte de communion. Je dépose un silence, libre à vous de le prendre. Le silence est également universel, c'est-à-dire que des mots, on en a tous dans des langues différentes, on ne porte pas le même sens à des mots. Dans le silence, voilà, nous sommes aussi des êtres de silence, et c'est en ça que le silence n'est pas partiel. Merci. Du coup, je vais avoir une question pour Samuel. Les non-dits sont-ils des silences? Les non-dits sont-ils des silences? Alors je répondrai par ce sont des silences, les non-dits, parce que c'est une absence de parole, mais parce que ça définit surtout une certaine impuissance quand il y a un non-dit. Et le fait qu'il y ait un non-dit, c'est un silence, mais nous avons été dotés par la parole. Il faut savoir bien en user. Et le silence exprime l'être, comme vous l'avez dit, mais moi je dirais que la parole exprime l'être humain. Finalement, nous avons nos pensées et le non-dit peut être utile, mais pas toujours. Merci pour vos réponses. Très bien, merci beaucoup. Avant de laisser le jury partir faire sa délibération, je vais passer la parole d'abord à M. François-Xavier Audemars, puis à Vianney Pichereau pour les mots du doyen et ainsi que le président de l'université. Ouais. Si c'est du monde, je ne lâche plus le micro. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais vous dire quelques mots, et notamment au nom de notre doyen. Alors en tant que doyen honoraire de cette faculté, Monsieur le doyen en Revanche-Lavenne ne pouvait pas être présent ce soir, donc il s'en excusait, et donc il m'a chargé de vous dire quelques mots. En tout cas, de s'excuser de ne pas pouvoir être présent,
et bien évidemment de vous remercier de l'ensemble de cette organisation. Pour ce qui me concerne, je rappellerai juste que ce concours a été initié tout d'abord par des enseignants, par un petit groupe d'enseignants. Alors on se posait la question sur la date, 2014-2015. Donc on était un petit groupe d'enseignants qui avions lancé ce concours, pas l'idée du concours, puisque bien évidemment il y a plein de concours d'éloquence, et on avait appelé ça Star Droit. Et donc il y a eu quelques éditions sous le nom Star Droit, et ce concours, créé d'abord par les enseignants, en fait, a été transmis, j'ai envie de dire, aux étudiants. Et les étudiants l'ont porté, et notamment la CID initialement l'a porté, et il y a eu en revanche une belle ouverture, et donc le concours qui était plutôt réservé aux juristes s'est ouvert à l'ensemble de la faculté, et d'ailleurs l'ensemble des associations se sont portées candidates pour travailler à la continuité de ce concours. Et donc je pense que c'est vraiment un beau travail qui a été fait. Et il y a un deuxième élément qui m'est revenu en souvenir, c'est bien la période de Covid. La période de Covid aurait pu être un moment de difficulté pour la poursuite du concours. Et finalement, très rapidement, le concours, je me posais la question, je ne suis même pas sûr que le concours s'est arrêté, ou en tout cas il a repris très rapidement, puisque j'ai souvenir justement d'un concours avec très peu de public, voire vraiment très peu de public, qui a été plutôt réalisé à distance. Et donc là où on a eu une baisse finalement de l'activité des associations, malheureusement parce que le contexte était tel que le concours a réussi à mobiliser et à mettre justement de nouveau de la vie au sein de l'université à un moment où il en était nécessaire. Donc bravo en tout cas pour l'organisation de ce concours, bravo à tous les étudiants, puisque encore une fois, on le voit que c'est pas si simple de prendre la parole. Il y a des personnes, je vais lâcher le micro parce qu'ils commencent à s'inquiéter, mais il y a des personnes qui sont à l'aise, on va dire, avec un micro ou à l'aise à parler en public, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, et surtout ce qui n'est certainement pas le cas de la majorité. Et donc le travail qui a été fait par les étudiants pour se préparer, pour se présenter, tous les étudiants d'ailleurs, pas seulement nos finalistes, c'est une première démarche. Et c'est pas si simple, parce que quand on essaye de faire parler les étudiants en cours, ne serait-ce que devant une vingtaine d'autres copains, bien souvent c'est difficile. Donc c'est un gros travail, et justement le concours rappelle que c'est un travail qui est nécessaire, puisque par rapport à l'avenir professionnel, on va possiblement avoir ce besoin de devoir parler éventuellement avec un micro. Donc bravo pour ce concours, et surtout j'invite les étudiants l'année prochaine à s'inscrire et à se lancer, à essayer. Ça ne peut être que formateur. Mais je lâche le micro. Alors moi je vais dire quelques mots au nom de l'UBO. Les premiers mots que je voudrais dire, c'est de prier l'auditoire finalement d'excuser l'absence du président Pascal Olivard et de le remercier de m'avoir fait l'honneur de le remplacer aujourd'hui pour dire donc ces quelques mots. Donc je m'adresse à vous au nom de l'Université de Bretagne occidentale, et je voudrais vous dire la fierté que l'on a d'accueillir ce concours, de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui dans les locaux de la faculté de droit. Je voudrais vous dire aussi ma fierté parce que l'UBO vit par et pour ses étudiants, que ce concours est une initiative d'une association étudiante, et je voudrais saluer leur engagement continu depuis donc 10 ans, tu nous le disais. Et puis ma fierté également parce que cet événement met en valeur notre université. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, et puis la faculté de droit que j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il faut le mentionner, a été récemment distinguée comme étant, l'université a été distinguée comme étant la 5e université française en termes d'employabilité des étudiants, et la faculté de droit, la première université française, devant les majors parisiennes. Donc c'est quelque chose, alors on peut effectivement sur ces classements se poser beaucoup de questions, mais ça nous met en lumière, et c'est important de ne pas bouder son plaisir, de le rappeler, et le rappeler toujours. Voilà, donc cet événement met en lumière l'excellence de nos formations, de nos enseignants, et surtout, de nos étudiants.
Je dois vous dire que c'est très très dur de prendre la parole après avoir entendu 4 discours d'aussi grande qualité, je dirais 5, excuse-moi François-Xavier. On assiste à un concours d'éloquence et je dois dire que c'est véritablement, alors moi je ne suis pas très très habitué, je suis dans les sciences alors que certains qualifieraient de dur, ou molle en réalité, je fais de la biomole. Mais n'empêche que cette capacité à s'exprimer, cette capacité à expliquer, argumenter, à convaincre, c'est probablement la chose la plus importante que nos étudiants retireront de l'université. Quel que soit le secteur professionnel, quelle que soit la discipline, je dirais, c'est probablement le plus important pour leur future carrière professionnelle et probablement aussi, on a entendu beaucoup parler d'amour dans les discours, dans leur vie personnelle, parce que même si les silences sont très importants, il y a beaucoup de choses qui passent effectivement par la parole. Voilà, donc merci énormément aux étudiants qui ont organisé cet événement. Merci énormément aux étudiants qui ont combattu ce soir, qui se sont affrontés, mais également à tous les autres, parce que j'ai entendu qu'il y avait eu 2 tours avant aujourd'hui. Donc il y avait une quinzaine d'étudiants peut-être, c'est ça ? Je voudrais dire que quoi qu'il arrive à l'issue de ce concours, j'ai envie de vous dire, soyez très très fiers de ce que vous avez fait ce soir. C'était, de mon point de vue, exceptionnel. Et dans tous les cas, quel que soit le classement, ça vous sera extrêmement profitable. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Monsieur François-Xavier Rodemar et Monsieur Vianney Pichereau, pardon. Alors, je tenais aussi à remercier Lilian Loegel qui a justement tenu ce concours pendant la période difficile des années de la pandémie et qui a justement repris le concours après, qui a été le premier justement au niveau associatif à reprendre le concours, donc Monsieur Lilian Loegel. Dès lors, le jury va se retirer pour délibérer pour une quinzaine de minutes. Donc il y aura une pause et les résultats seront annoncés par Madame Sylvaine Reis. Merci beaucoup. À tout de suite. Voilà, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais juste dire quelques mots d'introduction. Donc, je suis présidente du tribunal judiciaire, mais je suis arrivée que depuis janvier 2024. Donc, je découvre cet amphithéâtre, je vous découvre tous. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai au pied levé présidé ce jury. Et je dois dire que nous avons longuement échangé tout à l'heure et qu'il a été difficile de vous départager tous les 4. Et nous avons vraiment trouvé unanimement que vous aviez, que c'était une très belle réussite, que vous nous avez vraiment emportés tous les 4. Forcément, il a fallu départager, donc nous avons départagé, mais que voilà, nous tenions aussi à vous féliciter, vous remercier pour ce moment d'émotion, ce moment de partage. On a senti aussi chez vous vraiment aussi du plaisir, des sourires, des silences, des grands mots, des gestuels. Et vraiment, c'était aussi, j'ai envie de le dire, voilà, un beau spectacle. Et vraiment, dans le travail que vous avez mis en place, on l'a vraiment ressenti. Et on tient vraiment tous les 4 à vous féliciter. Et je dois vous dire quand même qu'en termes d'éloquence, vous êtes vraiment extraordinaire. Voilà. Alors, nous allons commencer d'abord par le 4e prix, donc, qui est remis à Samuel Delagne.
est remis à Lisandre Kahn. Le second prix est remis à Kylian Boucher. Félicitations. Le premier prix est remis à Camille Baumard. Alors, c'est une belle ironie du sort, parce que j'ai été évincée au premier tour, et finalement, c'est un des anciens candidats ici, Tom, qui m'a permis de passer au second. Donc, entre guillemets, merci, parce que si j'ai remporté cette finale, c'est aussi grâce à toi. J'ai pas de mots, justement, donc là, mon silence... Voilà, je vais remplacer les mots de remerciement. Enfin, je remercie quand même la CID, parce que c'est une grande opportunité qui nous est donnée. Et je vous remercie pour tous ceux qui sont dans cette salle. Voilà, et merci au jury également. Bravo. Très bien, eh bien merci beaucoup à ce prestigieux jury de ce concours d'éloquence. Et avant de conclure, j'ai décidé d'introduire la remise des prix du concours d'écriture La Plume, qui est un concours qui se déroule uniquement en ligne, et je pense que la touche d'humanité réelle est importante. Et donc je vais inviter Madame Sylvie Coffre à venir devant pour annoncer les résultats. Alors j'avais un petit mot aussi pour les candidats du concours d'écriture, pour les féliciter. Les textes et les contraintes n'étaient pas très faciles, il faut dire. Ils ont concouru sur 3 tours, pour ceux qui sont restés jusqu'au final. J'avais prévu un petit mot. J'ai dit, j'étais bien contente d'être jury quant à moi, parce que parfois c'était pas simple. Je me suis régalée à lire tous les textes. Il s'en dégage énormément d'énergie, du plaisir d'écrire et de réel talent d'écriture, et aussi des tentatives créatives de style, de rythme, de registre de vocabulaire, y compris pour ceux qui ne sont pas arrivés en finale, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous lire. Plus encore, vous en voulez pour défendre des causes justes. Votre motivation est profonde, vos élans poignants. Cela fait un bien fou de vous lire. J'exprime donc ici un grand merci aux auteurs, aux organisateurs, et surtout continuez à écrire. Je suis aussi heureuse d'être ici parce qu'en fait, si je suis éditrice, et c'est à ce titre que l'on m'a demandé d'être membre du jury avec 4 autres personnes du monde de l'édition, c'est parce que j'ai fait un master en 2e partie de ma vie professionnelle ici à la fac de Brest. Moi, je suis géographe à la base, diplômée de la région parisienne, et quand je suis arrivée ici, j'ai voulu passer un master. À l'époque, c'était un master de l'édition qui n'existe plus. Et donc ça me permet aussi, grâce à cette fac, d'être ici, d'avoir fait une autre vie, et c'est très bien. Alors je ne vais pas être plus longue. Je vais également commencer par la 4e place, qui est attribuée à Simon Leménaire.
La troisième place est attribuée à Johan Poulard. Alors j'en profite pour dire que les notes du jury ont été très diverses et en fait nous étions très heureux de vous lire et voilà, les places reflètent des avis différents du jury, mais je trouve que c'est très bien ainsi aussi et vous avez bien mérité. La seconde place est attribuée à Natacha Cariou. Et donc la première place est attribuée à Amélie Le Bihan. Merci au jury du concours d'éloquence. Merci aux 5 membres du jury du concours d'écriture que Madame Coffre représente aujourd'hui. Et je pense que l'on va faire une photo collective avec tous les membres du jury sur cette estrade. Merci beaucoup encore à tous les membres du public. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci à toute l'équipe de bénévoles qui a été acharnée sur ce projet. Et très belle journée, très belle soirée, très bon week-end. Merci beaucoup.